Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées de me donner l'occasion de parler des difficultés alimentaires de l'enfant atteint de mucoviscidose et faire un petit coucou spécial à toute l'équipe du CRCM de Bordeaux et en particulier à Aurélie Costanzo, la diététicienne qui m'a mis un peu le pied à l'étrier il y a de nombreuses années à ces troubles de l'oralité de l'enfant. Alors, les difficultés d'alimentation, c'est quelque chose qui est très fréquent. On estime que ça touche environ 20 à 30 des enfants qui sont indemnes de pathologies chroniques. Et dans la mucoviscidose, environ 30 à 50 des enfants vont présenter des difficultés d'alimentation. En fait, la mucoviscidose, elle rajoute simplement de la complexité du fait de l'enjeu nutritionnel qu'on va rencontrer à une pathologie qui est déjà très commune. Et de ce fait, le repas va devenir une préoccupation majeure pour l'entourage. En effet, dans la mucoviscidose, on a des impératifs nutritionnels qui sont liés au pronostic, puisque la croissance doit être normale et on va avoir pour objectif d'avoir un indice de masse corporelle qui va être normal à l'âge de 2 ans, d'avoir rattrapé à l'âge de 2 ans. Pour cela, on va demander à l'enfant d'ingérer des apports énergétiques qui vont entre 110 à 200 des apports recommandés pour l'âge. Et nous, professionnels de santé, on va surveiller la croissance à chaque visite et on va donner des injonctions nutritionnelles aux parents pour qu'ils fassent grossir l'enfant. C'est une situation qu'on rencontre dans plusieurs autres pathologies qui nécessitent un contrôle strict du régime diététique. Et on sait que dans ces pathologies, comme le diabète, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires intestinales et bien sûr la mucoviscidose, les enfants vont être plus à risque de développer des troubles de l'alimentation. Il y a un vrai danger à tenter de surcontrôler l'alimentation. Et sur des revues qui ont été faites sur la mucoviscidose, en particulier 9 études, mettaient en évidence la prévalence élevée de troubles du comportement alimentaire, en particulier d'anorexie mentale véritable, chez les enfants qui avaient ou les jeunes qui avaient la mucoviscidose. Et puis d'autres études mettaient en évidence un taux d'interaction positive qui était bien plus faible au moment des repas dans les familles de mucoviscidosiques. Et puis des enfants qui avaient la mucoviscidose avaient des troubles du comportement plus fréquents concernant l'alimentation, le sommeil ou l'adhésion aux soins. Et souvent, ces problèmes de comportement pouvaient être prédits par la santé mentale des parents qui eux-mêmes avaient plus fréquemment de la dépression, de l'anxiété ou du stress. Donc, se nourrir, c'est un besoin fondamental. Ça paraît simple, mais en fait, c'est un processus complexe. C'est la satisfaction de la sensation de faim, un besoin primaire, mais qui se fait dans le cadre d'un échange relationnel et affectif. Et c'est complexe parce que ça demande de coordonner les interactions de nombreux systèmes nerveux, cardio-respiratoires, digestifs, et puis d'avoir des structures oropharyngées qui soient fonctionnelles et intègres. Et ça nécessite pour l'enfant d'avoir acquis et de maîtriser des compétences qui sont en rapport avec son âge sur le plan psychomoteur, sur le plan praxique, savoir-faire, et sur le plan sensoriel. Et bien sûr, un enfant, il va être dépendant de son environnement pour s'alimenter, en particulier de son parent, en particulier de sa mère. Et donc, cette alimentation, elle va se faire en fait sous le regard de sa mère avec son appui affectif qui parfois peut être défaillant ou pas tout à fait adapté. Et donc, la perturbation de l'un de ces éléments peut générer des difficultés d'alimentation. Et le plus souvent, en fait, quand on analyse les difficultés d'un enfant, plus d'un système est perturbé. On comprend tout de suite que les difficultés d'alimentation du jeune enfant, c'est quelque chose qui est complexe. Donc récemment, en 2019, un panel d'experts nord-américains a tenté d'avoir une approche pluridisciplinaire, un peu plus large que celle qu'on avait habituellement, où d'habitude les pédopsychiatres regardaient les choses par le petit bout de leur lorgnette, les gastropédiatres à leur façon à eux, les orthophonistes. Et donc en fait, tout le monde a essayé un peu de s'accorder pour écrire une classification des troubles de l'alimentation de l'enfant. Les anglo-saxons appellent ça Pediatric Feeding Disorders. Et la définition de ces troubles d'alimentation, c'est un enfant qui a un apport oral inadéquat, non adapté à son âge, mais sans avoir de perturbation de l'image corporelle. Et ces apports oraux inadéquats sont liés à un dysfonctionnement soit médical, l'enfant a une pathologie organique qui fait qu'il a des difficultés à manger, ou alors il a des aptitudes orales sensorimotrices qui ne sont pas bonnes, ou alors il a un contexte psychosocial qui est défaillant. Et bien sûr, il faut toujours évaluer le retentissement nutritionnel de ces difficultés. Et afin de comprendre un peu pourquoi l'enfant a des difficultés à manger, il faut évaluer chacun de ces axes pour pouvoir avancer dans le diagnostic et la prise en charge. Donc,
En fait, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant ne mange pas, hein? Il y a globalement 4 mécanismes qui peuvent expliquer qu'un enfant ne mange pas. Le premier, hein, c'est le mécanisme organique. L'enfant a une maladie, en l'occurrence la mucoviscidose, qui fait qu'il a des difficultés à manger. Dans cette pathologie, il n'y a pas de trouble de la déglutition, mais on va avoir un déséquilibre faim-satiété qui peut être lié à l'état d'hyperinflammation, d'hypercatabolisme et qui va retentir négativement sur le centre de régulation de l'appétit, hein, avec de nombreuses cytokines qui vont être sécrétées. Les troubles digestifs, hein, l'insuffisance pancréatique exocrine, les douleurs abdominales, les perturbations de microbiote peuvent générer des difficultés d'alimentation. Et puis quand l'enfant est très malade sur le plan respiratoire, hein, sa dyspnée, sa fatigabilité, bien sûr, vont générer des troubles de l'alimentation. Le deuxième mécanisme, c'est l'enfant qui ne sait pas comment faire pour manger. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la naissance, l'enfant a une déglutition primaire automatique, hein, c'est l'oralité primaire, et cette oralité, elle est réflexe, elle est régulée par le tronc cérébral. C'est pour ça qu'on dit que téter est un instinct. Mais à partir de la diversification, donc vers 4-6 mois et jusqu'à l'âge de 3 ans, l'enfant va évoluer vers une oralité secondaire. Il va apprendre à manger une alimentation de type adulte, et ça, c'est soumis à un apprentissage qui est lié à l'intégration multisensorielle qu'il va devoir faire. Il va devoir être exposé à de multiples stimulations visuelles, olfactives, auditives, tactiles, proprioceptives pour pouvoir manger. Et donc, l'oralité secondaire, c'est une praxis qui est acquise, non, apprise, puis automatisée, hein. Et bien sûr, il mange sous le regard de sa mère. Donc, la construction de la fonction maternelle qui se fait parallèlement a une importance fondamentale dans l'alimentation de l'enfant. Et on comprend que si l'enfant n'a pas d'expérimentation orale physiologique, hein, par exemple, il a un démarrage médical compliqué, un ileus méconial, il doit faire face à un jeûne prolongé, à des stomies, il peut avoir un décalage d'acquisition des praxis de mastication parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre en temps et en heure. C'est pour ça qu'il est important d'introduire notamment les textures quand il faut, hein, la texture grumeleuse dès l'âge de 6 mois, et puis rapidement des petits morceaux fondants, puis des morceaux qui sont de plus en plus gros, de moins en moins fondants, pour que l'enfant puisse expérimenter et s'entraîner à manger ces textures. Le troisième mécanisme, c'est l'enfant qui a des défenses. L'enfant qui a des défenses, c'est celui qui est dit hypersensible. Il a une hypersensibilité corporelle qui est très souvent liée à des sollicitations négatives et répétées du corps à l'occasion d'hospitalisations précoces où il a subi des agressions corporelles. Et finalement, il finit par interpréter les signaux corporels qu'il reçoit comme quelque chose de désagréable, d'irritant, et se comporter en se défendant. Il va avoir des défenses tactiles, avoir une aversion pour le contact, avoir des difficultés à toucher lui-même, hein. Et puis, ça peut s'accompagner d'autres manifestations sensorielles, hein, par exemple une réponse excessive aux bruits forts, aux lumières brillantes. Ces manifestations sont très fréquemment rapportées dans les troubles du spectre autistique, mais on les rencontre également chez d'autres enfants. L'enfant qui a des défenses, il va avoir une hypersensibilité orale très fréquemment. Il va défendre son visage, sa bouche, en fermant la bouche ou en l'ouvrant tout petit ou en tournant la tête à l'approche de la cuillère. Quand l'aliment est dans la bouche, il va avoir tendance à l'avaler tout rond sans préparer le bol alimentaire, sans le mastiquer, pour limiter le contact de l'aliment avec sa cavité buccale. Et puis, s'il est surpris par un morceau, il va avoir des nausées, voire des vomissements très facilement. La sensibilité de l'enfant, elle est innée, individuelle. On n'a pas tous la même sensibilité, mais l'hypersensibilité va être renforcée par des traumatismes répétés. Et le fait de subir une pression répétée autour de l'alimentation peut accentuer cette hypersensibilité. Et il faut comprendre que le fait d'avoir une hypersensibilité, d'avoir du mal à gérer les morceaux, les textures, peut interrompre le développement normal des aptitudes oromotrices et limiter l'acceptation de textures qui sont attendues pour l'âge de l'enfant. Les psychomotriciens, hein, nous alertent sur le fait qu'il existe une véritable chaîne d'intégration sensorielle. Il faut que l'enfant découvre l'environnement avec ses mains, ses yeux, son corps pour pouvoir manger correctement. Il doit pouvoir porter les objets à la bouche, il doit marcher à quatre pattes. En fait, se constituer un bagage sensoriel suffisant dans lequel la coordination main-bouche est fondamentale. Il faut qu'il puisse voir, toucher, sentir, goûter, mettre en bouche, faire des expériences pour pouvoir mastiquer puis ingérer l'aliment. Et c'est fondamental pour gérer les textures
textures techniques comme les textures collantes, les morceaux. Et donc, c'est important que nous, équipe, on puisse favoriser la découverte de l'environnement par l'enfant. Hein. Et donc, il faut faire attention quand on va avoir des injonctions d'hygiène, hein, où on va indiquer qu'il faut que l'enfant évolue dans un environnement à l'hygiène assez stricte. On peut renforcer la rigidité ou les angoisses que certains parents peuvent ressentir, hein, alors qu'il faut que l'enfant il puisse explorer le monde. Hein. Donc, attention quand on donne les conseils à pas aller trop loin et à faire attention à prendre en compte quels parents on a en face de nous. Et le quatrième mécanisme qui peut expliquer qu'un enfant ne mange pas, c'est le mécanisme comportemental psychologique. Donc, les pédopsychiatres, les psychiatres classent les troubles du comportement alimentaire. Hein, et dans les troubles du comportement alimentaire, il y a bien sûr l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, qui sont des pathologies qui vont concerner plutôt l'adolescent ou le jeune adulte. Dans la dernière classification de 2013, ils ont rajouté les troubles du comportement alimentaire restrictifs ou évitants, qui, eux, vont concerner plus volontiers le jeune enfant, hein, ce que les anglo-saxons appellent ARFID. Ça concerne quand même une population générale pédiatrique à hauteur d'environ 3%, ce qui est beaucoup, avec une prévalence masculine. Ce sont des enfants qui vont avoir un manque d'intérêt pour l'alimentation, qui vont éviter certains aliments, mais sans avoir de perturbation de l'image corporelle, sans avoir peur de prendre du poids. Les enfants qui ont un ARFID, ce ne sont pas juste des petits mangeurs ou des enfants difficiles. Ils vont avoir, hein, pour être catalogués ARFID, il faut qu'ils aient un trouble de l'alimentation qui soit un peu envahissant, qui a en général un retentissement staturo-pondéral avec une dépendance notamment aux compléments nutritionnels. Et puis un retentissement social, ce sont des enfants qui ne vont pas pouvoir toujours manger avec des amis ou en famille élargie. Les déterminants qui ont été identifiés par les psychiatres, hein, sont en particulier la pression parentale que les enfants vont subir pour l'alimentation, où il y aura une dissociation entre la sensation de faim et les signaux de satiété qu'ils envoient et la prise alimentaire, la quantité d'aliments que le parent va imposer. Ce sont des enfants qui vont également avoir une sensibilité accrue aux caractéristiques sensorielles des aliments, donc on retrouve là les hypersensibles, ou qui peuvent avoir subi des expériences alimentaires traumatisantes, notamment des procédures médicales invasives. Très souvent, un contexte psychiatrique est associé. Ce sont des enfants qui, dans plus de 50% des cas, peuvent avoir un trouble anxieux, un trouble du spectre autistique, une hyperréactivité. Plusieurs équipes ont identifié en fait, des situations qui pouvaient être des déclencheurs de troubles du comportement alimentaire déviant sans qu'il y ait véritablement de pathologie organique. Un déclencheur très important, c'est l'enfant qui est de petit poids de naissance ou qui a un maigre constitutionnel et qui est perçu par ses parents et en général par les équipes médicales comme étant trop petit, hein, alors qu'en fait, il a des besoins caloriques qui ne sont pas très importants à cause de son petit format. Et c'est un enfant qui va subir des tentatives persistantes d'alimentation au-delà des signaux de satiété qu'il envoie et donc subir une alimentation un peu intrusive. Pour ces enfants-là, il faut vraiment se fier à leur croissance staturale. C'est important qu'ils aient une croissance pondérale qui soit régulière, mais parfois inférieure au 3e percentile. Il faut que leur croissance staturale soit régulière et ça témoigne qu'il n'y a pas de dénutrition prolongée. Le deuxième trigger, la deuxième situation favorisante, c'est l'enfant qui subit un événement traumatique pendant la diversification, au début de la diversification, qui est un temps sensible de l'autonomisation du nourrisson. Et puis, le troisième déclencheur, c'est l'enfant qui subit des attitudes de nourrissage inappropriées. Alors, il y en a beaucoup, des attitudes parentales de nourrissage inappropriées. Hein. Les parents vont développer des stratégies d'alimentation compensatoire quand ils font face aux injections qu'on leur donne, aux injonctions qu'on leur donne, hein, de faire grossir l'enfant. Par exemple, on peut tenter de nourrir l'enfant la nuit, on lui donne un biberon alors qu'il est somnolent et il tète de façon automatique. On peut parfois le forcer, faire du forcing. Hein. Les mâchoires sont maintenues ouvertes de force. Hein. Ça, c'est une évidence que c'est une attitude assez inappropriée, mais il peut subir également une alimentation persécutante. Hein, on lui court après toute la journée pour lui proposer un petit quelque chose à manger entre les repas. On repropose le repas 2 fois dans la journée à chaque fois. Voilà. L'enfant peut être aussi conditionné ou distrait pour manger. Il n'a pas beaucoup d'intérêt pour la nourriture, mais on le colle devant la télé, devant la tablette, pour qu'il oublie qu'il est en train de manger. L'enfant peut également subir une alimentation mécanique donnée à horaire fixe ou avec des quantités qui sont indépendantes des signaux qu'il va envoyer, positifs ou négatifs, de faim ou de satiété. Il peut subir des repas prolongés,
ou des menus qui sont adaptés de façon trop importante, hein. On va remplacer les aliments de la famille par ses aliments préférés. Ou il peut être infantilisé, on va continuer à lui proposer le biberon alors qu'il peut très bien boire au bol, ou continuer à le faire manger alors qu'il peut manger seul, mais quand on le fait manger, il mange beaucoup plus, beaucoup plus vite et ça rassure tout le monde. Donc tout ça, ce sont des stratégies qui sont assez inappropriées. Donc on voit bien que pour limiter l'apparition de troubles d'alimentation, c'est important de ne pas faire subir des pratiques de nourrissage qui soient trop intrusives. Cela dit, c'est un peu à mettre en balance avec la diversification et avec les notions d'hypersélectivité alimentaire. En fait, ce que nous apprennent les travaux de différents psychologues et de l'INRA, notamment à Dijon, hein, c'est que la néophobie, c'est la réticence naturelle à goûter les aliments non familiers, mais que pendant la première année de vie et jusqu'à à peu près 15 mois, et en fait peu de néophobie alimentaire. Et qu'à ce moment-là, en début de diversification, les aliments sont, pour la plupart d'entre eux, acceptés assez facilement. Et puis, à partir de l'âge de 2 ans et jusqu'à environ 8 ans, une néophobie peut s'installer, parfois marquée, hein, et ensuite le champ alimentaire doit pouvoir s'élargir. Et donc, il existe une fenêtre d'opportunité entre 4 mois et 2 ans où on peut proposer à l'enfant de très nombreux aliments, et c'est vraiment le moment qu'il ne faut pas rater pour faire une bonne diversification pour que l'enfant puisse ensuite avoir un champ alimentaire assez large. La répétition des expositions aux aliments au début de la diversification permet d'accepter plus facilement l'aliment. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à 1 ou 2 refus. Il faut proposer l'aliment 8 fois, 10 fois, 15 fois pour qu'il finisse par être accepté, puis apprécié. Et puis, la variété des expositions, hein, c'est-à-dire donner plein d'aliments différents à l'enfant, a un effet promoteur sur l'acceptation des aliments. Donc, en fait, il faut arrêter de proposer un aliment par un aliment, comme on pouvait l'apprendre il y a plusieurs années, hein, quand on parlait de diversification alimentaire de l'enfant. Et donc, en fait, on peut identifier 4 styles de nourrissage qui vont avoir un véritable impact sur la variété de l'alimentation et l'autorégulation énergétique de l'enfant. Le premier style de nourrissage qu'il va falloir favoriser et guider les parents pour qu'ils puissent adopter ce style de nourrissage, c'est le style ajusté, hein. Dans ce style de nourrissage, en fait, les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que le parent va déterminer ce que l'enfant mange et quand il mange, mais l'enfant, lui, il détermine combien il mange. Et le parent va utiliser plutôt un renforcement positif, des récompenses, et ne pas utiliser la coercition pour faire manger l'enfant. Et ce mode de nourrissage va favoriser une bonne diversification et moins de junk food, hein, de malbouffe chez les enfants. Le deuxième style, c'est le style de parents qui sont dans le contrôle. Et ça concerne beaucoup de parents. Plus de 50% des parents, en fait, de façon générale, peuvent être dans le contrôle de l'alimentation de leur enfant. Ce sont des parents qui vont ignorer les signaux de satiété de l'enfant, les forcer à finir leur assiette, utiliser la punition, parfois des récompenses inappropriées, du chantage. Et ce type de comportement de nourrissage va favoriser un mauvais ajustement de l'apport énergétique. On va observer plus de dénutrition ou de surpoids chez les enfants, et puis des enfants qui vont être plus en opposition vis-à-vis de l'alimentation. Le troisième style de nourrissage, c'est le style permissif où là, l'enfant, il mange quand il veut, comme il veut, ce qu'il veut, hein. Il y a de multiples menus qui peuvent lui être proposés. En fait, il y a peu de limites. Et ça, c'est un style de nourrissage qui va avoir un effet négatif, très négatif sur la diversification. Ça va favoriser l'hypersélectivité et le surpoids, puisque les enfants vont manger plus volontiers des choses très sucrées ou très grasses, et moins de légumes, moins de fruits. Et puis le quatrième style, c'est le style négligent où là, l'enfant n'a pas de limite, les parents sont détachés, ils vont ignorer les besoins de leur enfant qui doivent souvent se débrouiller tout seuls quand ils sont un peu plus grands, hein. Là, ce sont souvent des parents qui ont des troubles émotionnels, une dépression, des troubles des fonctions supérieures, et nous, équipe, on est parfois amenés à faire des signalements ou des informations préoccupantes quand on est face à ce type de parents. Donc, quand on a un enfant qui a des difficultés à manger, on va essayer en fait de regarder un peu quels sont les mécanismes qui vont expliquer pourquoi il ne mange pas et puis à quel type de parents on a affaire. Et donc, une fois qu'on s'est fait notre idée, on va expliquer aux parents pourquoi l'enfant ne mange pas, on va les déculpabiliser tout en leur permettant de réfléchir tranquillement au rôle qu'ils occupent dans ces difficultés d'alimentation. Ensuite, en équipe, il va falloir définir et expliquer quelles sont les priorités. Parce que, en fait, obtenir une optimisation nutritionnelle parce que l'enfant ne va pas très bien sur le plan clinique et améliorer, espérer
améliorer son comportement alimentaire, c'est deux choses qui sont parfois contradictoires. On aimerait bien que ça aille ensemble, mais très souvent, c'est contradictoire parce qu'en fait, améliorer le comportement alimentaire, ça demande de lâcher prise, ça demande d'abandonner la maîtrise de l'alimentation, d'abandonner l'intellectualisation de l'alimentation. Et donc, les professionnels ont un rôle très important dans le discours de prévention qui doivent venir auprès des familles pour les accompagner. Donc, il va falloir proposer un projet thérapeutique cohérent qui va articuler les différents versants de la prise en charge. Alors, fort heureusement, pour les patients qui peuvent bénéficier de nouvelles thérapies, hein, on peut avoir parfois de très, très bonnes évolutions. Hein. C'est le cas, l'exemple de cette jeune fille à qui on a pu arrêter sa nutrition entérale 1 an après l'introduction de l'ivacaftor, lumacaftor. On a même pu lui retirer son bouton de gastrosomie. Donc, on se rend bien compte chez ces enfants qu'il existe vraiment une part médicale aux difficultés d'alimentation, et que ce n'est pas juste une part comportementale et qu'il n'y a pas juste un problème de lien parent-enfant, hein, mais qu'il y a bien quelque chose qui se joue sur le plan strictement médical. Les professionnels qui peuvent nous aider quand on est face à un enfant qui a des difficultés d'alimentation, notamment chez un hypersensible, ça peut être en particulier le psychomotricien ou le kinésithérapeute qui peut travailler l'investissement positif du corps, la remise en confiance corporelle en faisant des sollicitations périorales, en permettant l'exploration des aliments, hein, puisqu'il faut pouvoir tolérer visuellement, interagir, sentir, goûter, toucher avant de pouvoir manger un aliment. Et donc, les psychomotriciens peuvent travailler cet aspect-là. Les orthophonistes sont aussi des professionnels qui vont beaucoup nous aider, notamment pour apprivoiser la bouche, retrouver le plaisir autour de la bouche et rééduquer la déglutition, la mastication, notamment quand il y a un décalage d'acquisition des praxies de mastication. Les orthophonistes peuvent également affiner les perceptions, notamment chez l'hypersensible, en faisant un travail sensoriel, différentes sollicitations pour désensibiliser la bouche quand elle est hypersensible. Et bien sûr, il faut une guidance, un accompagnement des familles au quotidien dans leur prise en charge. Les psychologues vont en particulier travailler sur le sentiment de compétence des parents et renarcissiser les parents qui souvent sont mis à mal face à leur enfant qui mange très mal. Hein. Ils peuvent proposer des thérapies familiales ou des thérapies un peu plus ciblées, des thérapies d'exposition. On va mettre l'enfant en contact avec un aliment qu'il a l'habitude d'éviter ou de craindre, mais dans un contexte qui est plus sécuritaire, chaleureux, pour qu'il puisse vaincre son sentiment négatif à l'égard de l'aliment qu'il évite. Hein, il y a aussi la thérapie d'enchaînement alimentaire, petit à petit, pour élargir le champ alimentaire chez les enfants qui sont très sélectifs. Et puis, des thérapies cognitivo-comportementales peuvent être proposées quand il y a un contexte d'anxiété très important. Nous, équipe de soins, professionnels de santé, on peut faire une guidance parentale en donnant des conseils aux parents. Et un des premiers conseils qu'on va donner, c'est de redonner sa dimension sociale au repas. Il faut que le repas, ce ne soit pas juste ingérer des calories, mais être dans le partage, dans l'échange. Donc, c'est bien que l'enfant ait un temps spécifique de repas qui lui est dédié, mais ensuite qu'il puisse partager le repas familial à table, qu'il ait les aliments de la famille à disposition pour les manipuler et se familiariser. Il faut éviter trop de distractions pendant le repas, pas de télé, pas de tablette, limiter le temps du repas, hein, un repas trop long est contre-productif, et puis proscrire le grignotage, c'est toujours le parent qui décide quand l'enfant mange et ce qu'il mange. Essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de lutte de pouvoir autour du repas. Hein, faire prendre conscience aux parents que la pression qu'ils mettent sur l'enfant va intensifier sa résistance dans la plupart des cas, hein, favoriser un climat serein et détendu pendant le repas où l'enfant, on le laisse venir vers les aliments, l'encourager, faire du renforcement positif, des jeux, éviter toute manœuvre de nourrissage intrusif, on en a parlé, et puis privilégier le plaisir, la découverte, le patouillage, la manipulation, faire la cuisine ensemble, aller au marché, hein, faire des jeux sensoriels avec les aliments. L'objectif est d'augmenter la familiarité de l'enfant avec l'aliment sans nécessairement le faire goûter. Et puis, les diététiciennes vont nous aider à enrichir l'alimentation pour limiter les volumes à ingérer. Chez l'enfant qui est très sensible, il faut faire attention aux textures, privilégier des textures homogènes, mais en allant du plus lisse vers le plus granuleux. Mais éviter les textures dans lesquelles il y a des morceaux qui vont surprendre la bouche de l'enfant, hein, et se servir d'aliments connus, de textures qui sont bien maîtrisées pour élargir le champ alimentaire habituel. Chez l'enfant qui est très sélectif, hein, il ne faut pas oublier qu'il faut proposer l'enfant 8 à 15 fois sans trop de pression pour qu'il finisse par être accepté, puis apprécié. Hein, il faut utiliser des sauces, lui donner des noms attractifs, lui donner un design attirant pour que l'enfant puisse finalement l'accepter. Chez ceux qui ont une hypersélectivité marquée, ça demande parfois une approche un peu plus systématique et plus intense. Hein. Il y a la thérapie du food chaining qui peut aider.
Donc en conclusion, je voulais noter cette parole de parents, hein. Dans la mucoviscidose, parfois l'enjeu de la prise de poids est tellement important que l'on oublie d'apprendre le plaisir de la nourriture. Donc nous, équipe, il faut savoir définir les priorités, mettre en place un soutien nutritionnel s'il est nécessaire, mais avoir un discours de prévention, hein, avoir conscience que donner des impératifs de soins, c'est contradictoire avec le lâcher-prise qui est nécessaire. Donc faire attention à ne pas accentuer la rigidité ou le contrôle parental, et puis se méfier des périodes de transition, hein, passer du sein au biberon, le début de la diversification, ce sont des temps sensibles de l'autonomisation du nourrisson dans l'alimentation. Restaurer le plaisir et la confiance et guider les parents en ajustant nos conseils en fonction du type de parents et d'enfants qu'on a en face de nous. Donc il faut être motivé, il faut être patient parce que c'est long, hein, et c'est un travail d'équipe où chacun a sa place dans ce travail. Je vous remercie.